Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 24 mars 2024. Après quelques mois de grincement de dents, ils ont retrouvé le sourire. Les agents des collectivités territoriales sont enfin touchés par la mesure d'augmentation des salaires en vigueur depuis décembre 2022. Par ailleurs, les aspirants au métier d'enseignants obtiennent eux aussi satisfaction d'une partie de leurs revendications. Une batterie de mesures sociales ont été prises par le gouvernement lundi en conseil des ministres, une réelle satisfaction pour les confédérations qui ont porté la doléance de ces agents auprès du gouvernement. Comment apprécie-t-elle alors ce début de solution? Noël Chadaré sera avec nous. Il est le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin. Juste après la revue de presse hebdomadaire de Asiongbo Kani Asiongbo, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité nationale. Ce dimanche, c'est Stéphane Achille Rosso qui assure l'exercice. Il est le rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Et à notre dernier rendez-vous, nous serons avec le groupe Ofoutan des frères Roland et Franck Orunla. C'est le duo du moment dans le showbiz béninois qui évolue dans la musique urbaine avec une coloration de la culture. Idacha a leur actif 9 singles et le dernier signé le 15 mars 2024, c'est Faut arrêter ça, morceau à découvrir. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer tous les dimanches pour vous informer dès qu'ils sont 13h au Bénin. Merci d'être avec nous. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, les acteurs du monde agricole étaient en conclave à Cotonou vendredi dernier. Au menu, la validation du plan national d'investissement agricole et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. On en parle dans un instant. On parlera également de la célébration de la journée internationale des droits de la femme. La présidente de l'association, Nassou, l'épouse du président de l'Assemblée nationale et la directrice administrative du parti Union progressiste, le renouveau ont marqué la célébration avec les femmes de la commune d'Adjoun. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de la conférence de presse animée par l'Amazone Noueli Yarigo. L'athlète béninoise est entrée au Bécaye après son sacre aux Jeux mondiaux d'athlétisme en salle 2024 où elle a décroché une médaille de bronze. Le point de l'actualité pour démarrer, comme je le disais il y a quelques secondes, la validation du plan national d'investissement agricole et de la sécurité alimentaire nutritionnelle était au cœur d'un conclave à Cotonou vendredi. Il a réuni les acteurs du monde agricole au Bénin. La mise en œuvre du plan s'étend sur 3 ans. Sa validation va permettre de booster le développement du secteur agricole au Bénin. Le point avec Ingrid Day. Le 22 septembre 2022 marquait le début du processus d'élaboration du plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle 3e génération. 18 mois après son lancement par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, les acteurs à divers niveaux de la chaîne agricole se retrouvent pour examiner et valider ce document stratégique. La Chambre nationale d'agriculture, les acteurs non étatiques du secteur agricole, se sont levés comme un seul homme pour contribuer significativement à l'élaboration de ce PNA100 génération, 3e génération. Qu'ils vous souviennent que nous martelions depuis plusieurs années qu'il fallait un cadre programmatique des acteurs non étatiques. Mais ce que nous appelions de nos voeux, en réalité, ce n'était que la recherche d'une synergie d'action entre le secteur privé agricole et le secteur public au sein même du cadre programmatique du secteur agricole. C'est le lieu pour les acteurs du secteur agricole de revenir sur les priorités de développement agricole définies dans le document. Plusieurs sujets ont alimenté les discussions devant aboutir à la validation du plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle 3e génération. Il s'agit entre autres de la synthèse du cadre stratégique et des outils de gestion du document. Je voudrais relever quelques perspectives qui ont structuré l'élaboration de ce document. Les perspectives de l'ananas par rapport notamment au marché chinois.
Sans oublier que cette année, nous avons presque doublé nos exportations d'ananas sur le marché européen. Des signaux mondiaux très favorables pour le soja. De nouvelles dynamiques au niveau des organisations, notamment des interprofessions, ce qui doit conduire à des accords interprofessionnels. La mise en œuvre du plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle 3e génération, qui s'étend sur 3 ans, s'aligne sur la vision du gouvernement, celle de faire du Bénin une puissance agricole dans la sous-région. La mini-centrale solaire photovoltaïque de Okuta-Ose donne déjà de la lumière aux populations de Bantel. L'infrastructure mise en service est le fruit de la coopération entre le Bénin, les États-Unis et la France, avec une capacité de production énergétique de plus de 450 kW. Au moins 400 abonnés seront desservis dans cette localité. C'est ce que nous dira Imet Hélène Amoussou. Une de la série de 12 réalisées sur toute l'étendue du territoire national, l'infrastructure est désormais officiellement mise en service. Implantée à Okuta-Ose, dans la commune de Bantel, la mini-centrale solaire photovoltaïque est construite par l'entreprise Les Soleils du Bénin. Notre mandat et notre vision, c'est d'apporter l'électricité, donc l'énergie aux communautés rurales, exclusivement rurales, mais avec l'engagement qu'on a pu voir dans la première phase du projet et l'engouement qu'on voit aujourd'hui de la part de nos clients et futurs clients, on ne peut avoir que plein d'espoir pour le succès de cette expérimentation. Okuta-Ose est le premier des 12 soleils du Bénin. Mais à ce jour, effectivement, environ 100 abonnés avec la perspective d'au moins 400. La localité a un potentiel que nous devons d'accompagner. Le tout ne suffit pas de raccorder, il faut pouvoir offrir plus pour montrer que nous sommes au cœur du village pendant toute la vie de la centrale. D'une capacité de plus de 150 kW, l'ouvrage est composé d'un onduleur chargeur de 90 kVA, un onduleur photovoltaïque de 127 kVA, des batteries qui assurent le stockage de l'énergie d'une capacité de 266 kW avec un groupe électrogène de 90 kVA. Il y a aussi 3,8 km de lignes linéaires du réseau BT avec des points d'éclairage installés pour desservir plus de 3000 abonnés. Le prix de cession de l'énergie aux abonnés clients varie de 170 à 220 francs le kilowatt. En mettant en service cette centrale solaire, le gouvernement du Bénin vient de jeter les bases du développement économique et social de notre pays. C'est un projet qui agit aussi bien sur les conditions de vie de la population. Il faut être en même temps l'économie locale. Je voudrais plaider pour que, au-delà de Okuta-Ose, que ce projet s'étende encore à d'autres localités du département qui sont, je vous assure, sont encore plus reculées que Okuta-Ose. Fruit de la bonne coopération entre le Bénin, la France ainsi que les États-Unis, le joyau vient en complément aux efforts fournis par l'exécutif en vue de favoriser aux populations l'accès à l'électricité de qualité, en quantité suffisante et à un prix acceptable, réalisé sur un cofinancement du gouvernement béninois et du peuple américain à travers le programme du Millennium Challenge et compte du Millennium Challenge Corporation. L'ouvrage est mis en exploitation sur concession sur une durée de 20 ans. Les États-Unis sont fiers d'avoir favorisé l'accès à l'électricité, l'énergie électrique à plus de 200 000 personnes pour la première fois sur toute l'étendue du territoire. L'assistance apportée au Bénin par le Millennium Challenge Corporation représente un symbole emblématique de notre relation. L'accès à l'électricité n'est plus un luxe aujourd'hui. C'est devenu aujourd'hui un droit fondamental, un levier puissant et indispensable pour le développement socio-économique de nos communautés. C'est pour cette raison qu'il y a eu une véritable accélération, mais le rythme n'est pas suffisant. Il nous faut aller vers des solutions différentes, complémentaires de la solution traditionnelle. À la suite de la phase protocolaire de la cérémonie, les officiels et la population ont eu droit à une visite du site. Toujours dans l'actualité, le programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'énergie au Bénin, lancé en 2017, a pris fin cette année. La clôture officielle des activités a été faite jeudi dernier à travers une cérémonie au cours de laquelle les résultats atteints ont été présentés. Cette cérémonie a eu pour cadre le Centre national de documentation de l'énergie au Bénin en présence des représentants des partenaires du programme. Reportage. De formation en la matière, les principaux acteurs de la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'énergie au Bénin sont réunis dans ce cadre pour un événement marquant. Procéder officiellement à la clôture de ce programme après 7 ans de mise en œuvre. Améliorer le cadre institutionnel de l'énergie au Bénin, tel est l'objectif global assigné au projet RECASEB. Cette rencontre est l'heure du bilan. À cet événement,
qui clôt la mise en œuvre de l'ensemble des réalisations du projet RECASEB, lequel projet a contribué à la réalisation concrète d'actions et d'études, à la mise en place de nouvelles structures et d'un système d'information national de l'énergie dénommé SINEL. Et notons au passage que le SINEL est un outil modèle de collecte, d'évaluation, de la gouvernance et de la planification pour le secteur de l'énergie. Le programme RECASEB a formé sur de nouvelles techniques de production de charbon de bois et d'installation électrique des artisans charbonniers et des artisans électriciens. Il a permis à notre pays, en dehors du système d'information national de l'énergie au Bénin, de se doter de plusieurs outils d'aide à la décision, dont le Code de l'électricité et le Centre national de documentation de l'énergie au Bénin. Tout cela a été possible grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers. Et donc, au moment de la conception du programme RECASEB, la nécessité de renforcer les capacités de tous les acteurs du secteur de l'énergie a été identifiée comme une priorité et un préalable indispensable de la mise en place d'un cadre politique, stratégique, institutionnel renforcé permettant la conduite de réformes nécessaires dans le développement harmonieux du secteur sur le long terme. On est très fiers et heureux d'avoir pu accompagner tous ces changements, tous ces bouleversements, permettant donc d'avancer, permettant d'améliorer l'efficacité du secteur, son niveau de pilotage, son niveau de compétence. Plus de 3200 personnes ont été formées par le programme RECASEB, dont près de 900 femmes. Grâce à ce programme, le Bénin connaît désormais ses besoins en énergie à l'horizon 2035. Qui nous permet de prendre les décisions. Parce qu'une autorité n'a pas le temps. Célébration de la Journée internationale des droits de la femme, on en parle toujours. Les femmes d'Adjoun étaient également au rendez-vous de cette édition 2024. Une journée célébrée de fort belle manière grâce au soutien de 3 dames. La présidente de l'association Nassau, l'épouse du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou et la directrice administrative du parti Union progressiste Le Renouveau. Une commémoration qui s'est déroulée autour du thème La santé de la femme béninoise au pluriel. Le point avec Emma Rodon. À l'initiative de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, ici à Adjoun, la présidente de l'association Nassau, Jeanne Adoussiba Mamagao, a réuni ces femmes laborieuses de la commune d'Adjoun pour célébrer avec elles la bravoure de la femme dans un contexte de pesanteur sociologique qui sont des freins à son plein épanouissement. 39 ans déjà que nous célébrons la femme, mais pourtant, beaucoup de défis demeurent devant nous, notamment l'analphabétisme, les difficultés d'accès aux moyens de production, le non-respect de nos droits, le harcèlement, le mariage forcé, la bastonnade au quotidien, le viol, etc. En somme, la femme continue d'être victime de graves discriminations qui portent atteinte à sa personnalité. Alors qu'une femme économiquement libre et épanouie est une richesse pour sa famille et la nation entière. C'est pourquoi il est important d'accélérer le rythme d'investissement en sa faveur. D'où le thème de cette année. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Le premier investissement dans la femme passe indubitablement par la protection de sa santé. C'est pourquoi nous plaçons cette journée sous le thème « La santé de la femme au pluriel ». 2 vaillantes femmes se sont associées à cette initiative de Jeanne Adoussiba Mamagao. Il s'agit de Apolline Gangbe, épouse du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou, représentée à cette cérémonie, et Christelle Rondonoubo Alioza, qui dans son adresse a saisi l'occasion pour sensibiliser les femmes sur les maladies dites féminines, à savoir le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein et l'endométriose. Nous souffrons de ces maladies, mais nous ne disons rien quand nous ressentons les maux
jusqu'à ce que, en réalité, la maladie évolue et qu'on ne puisse plus rien faire et que la femme décède. Et dès que la femme décède, nous pensons que c'est la belle-mère, nous pensons que c'est la tante ou c'est quelqu'un d'autre, alors que c'est faux, la femme a été malade. Du haut de cette tribune, je voudrais prendre la voix de toutes mes sœurs béninoises pour vous dire que nous sommes désormais déterminés à soutenir les efforts qui favorisent la santé et l'égalité des sexes. Engagés aux côtés de ses sœurs Apolline Gangbe Vlavonou et Christelle Rondonoubo Aliouza pour l'épanouissement de la femme, Jeanne Adousiba Mamagao donne rendez-vous en 2025 pour une nouvelle célébration de la GIF avec l'espérance que d'ici là, les femmes auront glané d'autres victoires sur le terrain de la reconnaissance de leurs droits. Une note de sport avant de boucler la première partie du grand format. L'athlète béninoise Noli Yarigo est à Cotonou après une performance inédite réalisée aux Mondiaux de l'athlétisme 2024 où elle a décroché une médaille de bronze. Vendredi, elle a animé une conférence de presse pour donner des précisions sur sa participation à cette compétition de haut niveau. L'Amazone donc était entourée pour la circonstance des dirigeants du groupe Nobila, de son coach et du président de la Fédération béninoise de l'athlétisme. Reportage. Beaucoup de fierté que je rentre aujourd'hui avec cette médaille historique pour pouvoir la célébrer avec tout le monde, avec tout le peuple béninois. Difficile de cacher ses émotions même dans un discours. Moins de 24 heures après son retour au Bercail, Noélie Yarigo présente sa moisson à la presse béninoise. Elle vient de me rajeunir et je ne suis pas prête à m'arrêter tout de suite. Je compte aller travailler et revenir avec d'autres victoires plus belles que la médaille de bronze. Merci beaucoup. Cette première sortie se fait avec Nobila Assurance, dont elle est l'égérie, un partenariat basé sur la performance. Et celle que vient de réaliser la jeune athlète béninoise au championnat du monde d'athlétisme en salle mérite d'être célébrée. Ce qui se fait ici en présence des dirigeants du groupe Nobila. L'occasion est pour moi également de mettre l'accent sur les valeurs importantes du sport. Je veux parler du respect de l'adversaire, de l'humilité face à l'effort, du dépassement de soi, du courage et de la passion. Nobila Group fait sienne ces valeurs, ce qui a justifié notre partenariat avec notre championne Noélie Yarigo. L'événement a été marqué par la présence de plusieurs responsables de la Fédération béninoise d'athlétisme, y compris son président. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce soir devant vous pour célébrer notre championne. J'ai lu dans beaucoup d'écrits qu'elle est âgée, mais nous venons de constater ensemble que même âgée, vous pouvez faire beaucoup de choses et l'âge n'est pas une condition pour ne pas faire la performance. D'autres athlètes, les meilleurs au plan national, sont également célébrés. Si celles évoluant au pays ont bénéficié d'une couverture santé d'une valeur de 2 millions de francs CFA, Noélie Yarigo s'est vue octroyer une couverture responsabilité civile de 5 millions de francs CFA. Elle a également eu droit à une semaine détente en pension complète. L'activité s'est achevée par une séance de dédicace de la nouvelle médaille mondiale. Et c'est sur ces belles images de la nouvelle médaille mondiale que prend fin la première partie du grand format. Restez avec nous. C'est maintenant que nous ouvrons la page invitée. Nous allons commencer à parler de la revalorisation des salaires des agents des collectivités locales et ces mesures prises par le gouvernement en faveur des aspirants au métier d'enseignant. On parle de tout ça avec Noël Chadaré. Il est le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. C'est juste après la pub.
vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Ils étaient laissés sur le carreau pendant que les autres agents de l'administration publique jouissaient du bonus apporté à leur salaire depuis décembre 2022. Désormais, les agents des collectivités locales bénéficient également de la mesure d'augmentation des salaires. Bonne nouvelle par ailleurs pour les aspirants au métier d'enseignant qui décrochent plusieurs avantages pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Une action du gouvernement qu'il vient apprécier. Il est le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin. Monsieur Noël Chadaré, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Salut aussi au passage à tous ceux qui suivent, qui sont calés sur le grand format, le journal de Canal 3. Et justement, bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, Canton, on sait que vous avez beaucoup milité, vous avez beaucoup lutté pour que les aspirants au métier d'enseignant puissent obtenir, on va dire, une partie de la satisfaction donc de leurs revendications. Aujourd'hui, quand vous avez appris la nouvelle, quelle a été votre réaction? Aussi bien pour les collectivités locales. Tout à fait. Que pour les aspirants, je dois dire ouf. On a dit ouf de soulagement. C'est-à-dire enfin, parce que pour les collectivités locales, c'était pas gagné. On avait pensé que c'était spontané, puisque ce sont des fonctionnaires de l'État aussi, des fonctionnaires territoriaux. Et donc, dès qu'on l'a fait en 2022, décembre 2022, et pour tous les autres fonctionnaires, mais on a pensé que cela viendrait. Si ce n'est pas venu en 2022, décembre, on s'est dit les budgets des collectifs, des mairies vont prendre ça en compte. En janvier, ils auraient, n'est-ce pas, leur compte, ils trouveront leur compte. En janvier, on n'a pas trouvé, ça n'a pas été le cas. Et donc la COSI Bénin, et la collectivité, la confédération aussi, la fédération des collectivités locales et la COSI Bénin, nous sommes portés vers le ministre. Le ministre, n'est-ce pas, qui est en charge de ce secteur, le monsieur Raphaël Akotayon. On l'a vu en 2023, février 2023, février et mars 2023. On a eu 2 rencontres, et la collectivité locale, la fédération aussi après. Et donc on a échangé avec lui, mais il disait que ce n'était pas prévu et tout ça. On a fait d'autres actions. Avec lui, c'était prévu d'en parler au Conseil des ministres et tout ça, échanger avec ses pairs pour voir si c'était faisable pour les uns et les autres. Mais les pressions, le lobbying, n'est-ce pas, le plaidoyer qui a été fait, les écrits envoyés au ministre des Finances par la Fédération collectivité locale, ce que nous aussi on a fait, n'est-ce pas, au niveau de la COSI, je crois que, même si d'autres se sont mis aussi dans la bataille après, parce qu'il ne faut pas dire que c'est seulement la COSI, c'est aussi vrai avec d'autres confédérations d'autres après. Nous sommes avant-gardistes dans ça, ça je vous le dis, parce qu'en février, en janvier, ils n'avaient pas leur salaire, nous sommes les premiers à nous rendre. Mais d'autres aussi ont fait ce qu'ils ont fait. Je ne peux pas dire, je ne vais pas leur dénier, n'est-ce pas, le rôle qu'ils ont joué dans cette dynamique, mais nous étions, n'est-ce pas, dans cette logique. Et donc, on ne va pas dire, on ne va pas prendre cela comme un bénéfice, un gain de la COSI uniquement, mais la COSI était, comme je l'ai dit, avant-gardiste dans ces combats. On a vu tout ce qu'on a pu faire, idem aussi pour les AME. Les AME, parce que pour aussi les AME, on les a organisés. Quand ils sont nés, on a créé ce corps, parce que c'est un corps, en réalité, ne devrait pas être un corps. Mais quand on a eu les AME, on a travaillé pour qu'ils étaient éparpillés, on les a mis en fédération, que vous avez reçu, la FENACPIB, n'est-ce pas, qui s'est retrouvé. Ça, c'est le leadership du secrétaire général que je suis. Donc, nous avons fait un travail dans ce sens pour eux. Les autres aussi se sont mis aussi après, se sont mis aussi dedans. Donc, on doit dire que pour les collectivités locales, bravo au gouvernement, félicitations au gouvernement. Enfin, ouf,
nous avons eu une information, je l'ai eu du ministre à Cotignon en premier, j'ai eu un peu cette primeur de sa part, et je le remercie parce qu'il a pensé à tout ce dont nous avons discuté avant, et qu'il y a un aboutissement heureux. Il m'a fait la courtoisie de m'informer de cela, je l'en remercie. Maintenant, ce n'est pas terminé, parce que quand je dis, on était déjà dans le combat en 2023, en janvier, février, quand on a vu que les autres... Il y a les collectifs, il y a les agents de CNHU. Le CNHU qui, n'est-ce pas, aussi était lésé. Nous avons rencontré le directeur du CNHU au mois de janvier, aussi pour le même dossier, pour dire, mais il faut, n'est-ce pas, penser à eux. Pourquoi est-ce que c'est aussi des agents? Donc on a échangé avec lui, on nous a montré l'impossibilité pour lui de faire cela parce que ses finances ne permettaient pas. On a continué de plaider au plus haut. Et avec le ministère de la fonction publique qui nous a dit, on a mis sur un comité sur place pour pouvoir faire l'inventaire, n'est-ce pas, de ce que ça va entraîner, n'est-ce pas, induire comme sortie financière pour, n'est-ce pas, que ce ne soit pas fait de façon disparate ici, par là, aussi bien pour le CNHU que les autres sociétés d'État. Et donc, on s'attendait, le comité interministériel a été mis sur pied, donc on s'attendait à cela. Et depuis, on n'a pas eu. Donc, je vais dire que ce qui a été fait, c'est bien. On félicite le gouvernement pour avoir fait un effort. On va dire que c'est peut-être un mois social, parce que tout ça s'est déroulé pendant le mois. Est-ce que ces mesures ne viennent pas endormir la lutte syndicale? Non, du tout pas. Nous restons en éveil. Je vais vous dire qu'on attend beaucoup de choses. Par exemple, on a fait, ce qui a été fait, c'est une symphonie, une belle symphonie, qu'on a appréciée, mais une symphonie inachevée. Inachevée parce que quand je prends le CNHU, les agents du CNHU n'ont pas eu leur évaluation salariale. Donc, ce n'est pas encore achevé. La symphonie qui est en train d'être écrite par le pouvoir n'est pas achevée. Le CNHU, les sociétés d'État sont encore lestées en rade. Et nous n'allons pas nous baisser les bras. La Confédération, la COSI Bénin, qui est la mienne, ne baissera pas les bras tant que rien n'est fait rien ne sera fait pour le CNHU et rien ne sera pas fait pour les sociétés d'État parce qu'ils vont sur le même marché que les autres fonctionnaires. Donc, le riz, le maïs coûte à le même coût, le même prix pour tout le monde. Donc, je pense que le gouvernement a fait un bon pas dans la bonne direction et nous avons apprécié, nous félicitons cet effort qui a été fait. Ne pas le reconnaître, ce n'est pas juste. Mais en même temps, il faut encore beaucoup plus pousser pour penser au CNHU, penser aussi, n'est-ce pas, aux autres sociétés d'État qui attendent cela. Encore que le privé, lui, justement, on a laissé le privé comme ça. C'est une sorte de no man's land. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Les chefs d'entreprise, à leur gré, la politique salariale, on a dit qu'il ne faut pas faire la hiérarchisation, ce que nous avons demandé au gouvernement. Et la hiérarchisation des salaires. Le pouvoir a dit non, il faut laisser la politique salariale à la charge des chefs d'entreprise, des patrons. Certains ont fait un effort, mais le grand nombre n'a pas été impacté par la révalorisation dans le secteur public, parce que le grand nombre, c'est les petites et moyennes entreprises. Et je plaide aussi pour ça que le pouvoir, même s'il dit qu'il faut laisser la politique salariale, n'est-ce pas, aux chefs d'entreprise pour voir s'ils peuvent... Mais il faut que le chef d'État continue d'influencer, de parler avec eux, parce que de toute façon, il d'abord a été homme d'affaires avant d'être d'État, patron, et il a facilité de connexion avec eux pour qu'il y ait une influence dans ce sens-là. L'autre chose pour les AME. La question de reversement. Pour les AME, parce que quand on a applaudi, c'est bien, la batterie de mesures. Les 5 mesures phares, des gens qui avaient été radiés, qui sont ramenés, ça c'est félicitations, parce qu'on a toujours, ce n'est que justice, réparation de la justice, parce que ils réclamaient des choses, on ne pouvait pas pour ça seulement les renvoyer, dire ils ne sont pas, on a réparé cette situation d'injustice, on a fait un effort c'est une révalorisation qui ne dit pas son nom aussi, même on a 20 000 francs sur les salaires à partir du mois de mars, je crois bien, c'est important, et les malades, on appelle les congés, n'est-ce pas, pour les femmes qui sont, n'est-ce pas, en état en grossesse, donc congé, c'est une très bonne chose, donc il y a de très bonnes mesures qui ont été prises, et moi, j'applaudis. Je félicite, c'est bien. Mais ça, c'est l'arbre qui ne doit pas cacher la forêt. Parce qu'il y a des choses que nous attendons. Ce que nous attendons, c'est que, comme on l'a décidé au palais, là, avec le chef d'État,
il y a 31 000 qui sont éligibles. On a dit, après 3 ans, on doit les reverser. Il ne faut pas que... vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce qu'on ne dort pas, on ne va pas dormir sur ses lauriers. C'est le gouvernement aussi, lui, ne doit pas dormir sur ses lauriers parce que ce n'est pas encore ça qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est tout simplement qu'il faut reverser les collègues. Et je pense que comme le gouvernement est sur le bon chemin, que c'est le mois, on a vu 2 actions sociales fortes, 2 décisions qui ont été prises dans ce sens qu'on peut dire, mais le mois de mars, c'est un mois collectivité locale, AME, de très bonnes mesures qui sont dans la bonne direction, qui montrent que le gouvernement pense aussi un peu au social. Mais nous souhaitons que dans ce mois-là, qu'on nous annonce comment on passe de AME à CDPE. Comment on le fait? Et que on ne reste pas à 5 000, parce que c'est 5 000, on a dit. 5 000, 2 500 en primaire, 2 500, c'est insuffisant. On est parti pour 31 000. Si on ne peut pas avoir les 31 000, qu'on voit comment on peut faire pour qu'il soit, on prend le grand nombre, que sur 2 ou 3 années, qu'on finisse avec ces 31 000, n'est-ce pas, qui sont en attente. Alors, est-ce qu'il ne fallait pas laisser le gouvernement souffler un peu, puisque ça fait à même un peu plus de 10 milliards, ce que coûte ces mesures sociales au gouvernement. Mais vous savez, l'éducation a un coût, c'est un domaine régalien de l'État. Donc moi, quand souvent on avance les chiffres pour dire, mais ça absorbe, c'est budgétivore et tout, mais si vous ne voulez pas investir dans l'éducation, laissez les classes, les écoles, mais vous investissez dans l'ignorance. Et l'ignorance, on sait ce que ça entraîne. L'ignorance, des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais c'est une société qui va, n'est-ce pas, qui va être rétrogradée, va à la reculade. Donc, je crois qu'il ne faut pas regarder ce que coûte l'éducation, ce que coûte la santé, ce que coûte, n'est-ce pas, il faut investir dedans. Il faut des citoyens bien en bonne santé, donc le secteur de la santé doit leur donner les moyens, les travailleurs de ce secteur, qu'ils soient bien, qui s'occupent bien des Béninois. Et ceux qui éduquent, n'est-ce pas, c'est les enseignants, il faut les mettre aussi dans les meilleures conditions. Il faut mettre les moyens. C'est des domaines régaliens de l'État. C'est des domaines où on ne doit pas lésiner sur les moyens si on veut construire une société qui doit se développer, qui va vers le développement. C'est important. Et puis après ces mesures, quelle va être la suite donc, dans la lutte syndicale? Ce qu'on veut, la suite, comme je l'ai dit, je vous ai dit, il n'y a pas que ces secteurs, l'enseignement, n'est-ce pas, les collectivités locales, il y a beaucoup de défis, beaucoup de challenges qui nous attendent. Il y a un tout récemment, vous avez vu, il y a un autre feu qui a été allumé par le directeur, n'est-ce pas, comment on appelle ça, le directeur national de contrôle financier, qui a pris l'eau de service la pour dotation dire, individuelle. Voilà, ça, c'est un feu qui l'allume. En quoi est-ce que ça gêne? Non. S'il faut rationaliser désormais les ressources de l'État, en quoi est-ce que ça gêne? Non, mais attention, vous avez vu qu'on a dit, on a augmenté les salaires, on a revalorisé les salaires, encore que revalorisation, c'est une bonne chose pour les bas salaires, parce que ceux qui sont au-delà d'un certain moyen n'ont pas grand-chose. Mais on a revalorisé les salaires. Il ne faut pas qu'on ait le sentiment qu'on a donné par la main droite ce qu'on est en train de reprendre par la main gauche. Parce que ce que les agents des ministères, c'est un peu des acquis. Parce que pour leur dotation en carburant, ils se déplacent, ils font des courses. Mais quand vous les envoyez, ils doivent aller d'un ministère à un autre pour aller à des réunions, qui doivent faire une course dans ce sens, dans telle direction, qui doivent, pour les besoins de la fonction, qu'ils exercent, qu'ils occupent. Mais vous ne pouvez pas les priver de moyens, n'est-ce pas, de déplacement. La dotation, c'est une sorte, c'est un acquis, la dotation en carburant. C'est un acquis. Encore que ce qui est pris comme note circulaire, c'est une note circulaire. Mais dans les ministères, comme le ministère de la Justice, d'autres ministères aussi, il y a des textes, des décrets, des arrêtés. Est-ce que la note est au-dessus, n'est-ce pas, la note circulaire du ministre, du directeur, le contrôleur financier est au-dessus d'une décision, d'un décret au ministère de la Justice qui réglemente, régit la dotation en carburant. Donc il y a un problème là. Que comptez-vous faire? Non, on va faire le combat. Moi, je soutiens je dis la COSI, ils ont le soutien de la COSI parce que quelque part, ce n'est pas juste. Vous augmentez les salaires et ça, c'est les dotations, vous les récupérez. C'est comme si on n'a pas donné quelque chose aux gens. Alors qu'ils doivent se déplacer pour les besoins du travail, pour les causes du travail. Et on dit, non, il faut les supprimer, on a donné des instructions, et il faut revoir ça. Il faut revoir ça, et puis ça se discute. On a vu le ministère des Finances a échangé
avec les AME pour trouver quand même, s'entendre sur certaines choses. Il faut échanger avec eux. Moi, je leur demande, le ministère toujours des Finances, puisque le contrôle financier, c'est au ministère des Finances, il faut discuter avec, si vous avez un problème, appelez les syndicats, échanger avec eux. Les syndicats du ministère de l'administration publique, échanger pour voir comment on trouve la bonne formule. Parce que c'est un droit acquis, on ne peut pas remettre un droit acquis. D'accord. C'est ça. Bon, on va parler... Ils ont tout mon soutien, le soutien de la COSI Bénin. D'accord. On va parler maintenant de cet agent donc, du ministère de la Santé à qui il est reproché la mauvaise gestion qui doit être présentée en principe demain à la Criette. Quel est votre... Cet agent, M. Gabin, c'est lui qui est un peu responsable au niveau du département les formations sanitaires, c'est le comptable un peu des formations sanitaires de l'OME. Et ça fait, ce n'est pas une situation, une information qui défraie la chronique depuis un certain temps. On parle de ça parce que convoqué à une réunion, après on a vu qu'il a été arrêté, jeté, n'est-ce pas, en prison. Moi, je voudrais tout simplement ici, je ne suis pas dans une exigence syndicale, mais parce que là, c'est dans les mains c'est dans la justice, ça n'est saisi, n'est-ce pas? Il s'agit on a dit qu'il y a mauvaise gestion dans les formations sanitaires qu'il a sous contrôle. Et donc, mais sur les informations que nous avons reçues, c'est qu'il a remboursé cela en tant que le chef. Pas forcément que lui qui ait posé ses actes, mais il a assumé et il a remboursé. Il aurait sur-remboursé parce que ça est au-delà, n'est-ce pas, de ce qu'il devait rembourser, parce qu'il y a une commission, une inspection générale est allée là-bas, constater qu'il a donné plus que chose. Donc maintenant, si on l'arrête parce qu'il y a un acte comme ça qui a été posé, mais moi, je demande l'indulgence, parce qu'à partir du moment où il a fait un effort, qu'il a remboursé, on ne devait pas, le ministre de la Justice, avec le procureur de la Criette, j'en appelle un peu à leur indulgence, parce qu'il a déjà quand même fait l'effort de payer, et il faudrait lui permettre de retourner dans sa famille, le mettre sous convocation, faire quelque chose. C'est eux qui maîtrisent ce qu'ils doivent faire, mais je souhaite vraiment qu'il recouvre la liberté, je plaide, parce qu'il a déjà... n'est-ce pas, qu'il faut être plus regardant vis-à-vis de cela, et de quelqu'un qui est dans une situation où il a déjà même payé avant qu'on l'interpelle. Et donc, il ne faut pas, n'est-ce pas, on ne veut pas, n'est-ce pas, la mort d'un pécheur. Qu'on mette quelqu'un comme ça. Bon, je ne dirais pas la mort du pécheur, parce que j'estime qu'il n'est pas encore pécheur, ce n'est pas avéré qu'il soit un pécheur, parce qu'il est le comptable des formations sanitaires. C'est les déviances posées par les uns et les autres, sûrement que ça, qui l'ont mis dans cette situation. Je demande vraiment qu'on regarde le ministre de la Santé, le ministre de la Justice et le procureur de Criette, n'est-ce pas, soient indulgents pour que demain, ou je ne sais pas quand il est appelé, c'est demain ou dans la semaine, qu'il recouvre un peu la liberté pour rejoindre son poste et, n'est-ce pas, sa famille, pour le bonheur de sa famille et puis pour notre bonheur aussi, pour les travailleurs, parce que ça cristallise trop ces temps-ci, ces tensions, il faut décrisper. Je les invite à la décrispation. D'accord. Voilà. Merci à vous, M. Noël Chadaré, secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin. Mais vous ne m'avez pas laissé le dernier mot. Oui, bon, un mot rapidement. Je voudrais demander au gouvernement, on a apprécié les actes qui ont été posés dans la semaine, c'est bien, dans le mois, et on les félicite pour cela. On remercie le chef de l'État, parce que lui aussi, il a fait ce qu'il doit faire dans ce sens. Mais on attend les autres, pour la rénovation pour la santé, la rénovation pour les sociétés, n'est-ce pas, d'État. On veut aussi que les AME, on déroule le calendrier pour qu'il soit reversé, le reversement, qu'on le fasse vite pour que les premiers actes soient reversés, de reversement soient faits dans le mois. On peut l'annoncer au mois d'avril, au mois de mars, je le souhaite. Et pour le privé, un peu plus d'efforts envers les PME, s'il faut leur faire quelques facilités, parce qu'ils veulent bien, quand on parle avec eux, les uns les autres, les chefs d'entreprise, mais si on peut leur accorder certaines facilités pour leur permettre de pouvoir faire un effort, de revaloriser aussi, il faut faire cet effort-là, parce qu'ils nous disent qu'ils sont coincés, les privés, qu'ils veulent bien, mais il faut leur accorder des facilités pour qu'au niveau des finances, ministère des Finances,
pour qu'ils puissent. Il faut les encourager, on peut les stimuler pour dire, mais si ceux qui vont revaloriser, mais voilà les avantages qu'on vous donne, peut-être en termes d'impôts, en termes de charges qu'ils ont réduit un peu leurs charges. Bref, c'est un plaidoyer. J'espère que ça va tomber dans les oreilles des personnes qui sont bien à l'écoute du peuple. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, M. Noël Chadaré, je le disais, secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin. Très bonne journée à vous. Merci bien. Mesdames et messieurs, nous allons évoluer dans le déroulement de notre agenda du jour. On va parler spiritualité à présent et mieux connaître l'homme dans toutes ses dimensions avec l'école intérieure, la Croix-Rose donc d'or. Mais avant, voici Actu sur le net avec Florence Bossa qui nous conduit sur la toile. Amis d'Actu sur le net, bonjour. Démarrons par cette actualité sportive. Les éléphants de la Côte d'Ivoire, champions d'Afrique en titre, ont été tenus en échec ce samedi 23 mars 2024 par les Guépards du Bénin. Score 2-2 à l'issue d'un match amical international disputé au stade de la Licorne d'Amiens en France. Cette actualité n'a pas laissé indifférents les internautes, surtout les Béninois. Sur la page Facebook de l'artiste béninois Fanico, champion d'Afrique, et puis c'est tout, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un que quelqu'un ici. Également sur la page Facebook de l'artiste Crispa, on peut lire « Osons l'avouer, à Alagbé n'est plus en confiance. Il est bon, quand tu manques de confiance, tu prends des décisions douteuses. » Autre actualité, lors du Conseil des ministres tenu ce 18 mars 2024, présidé par le chef de l'État Patrice Talon, plusieurs décisions ont été prises en faveur des aspirants au métier de l'enseignant. Ainsi, la rémunération des AM passe de 11 à 12 mois dès cette année scolaire. Ils bénéficient d'une assurance maladie similaire à celle des fonctionnaires de l'État. Une prime d'engagement pour service d'intérêt national de 20 000 francs par mois leur est également accordée avec effet dès le mois de mars en cours. Quant à leurs enfants, ils ne paieront plus les frais de scolarité. Et ce n'est pas tout. Les AM de sexe féminin ont droit à des congés de maternité. Selon les internautes, ces mesures sont louables, mais ils exigent le revêtement de ces AM en agents contractuels de droit public de l'État. Voici quelques-unes de leurs réactions. Cette initiative est salutaire. Merci beaucoup au gouvernement. Cela montre comment le deuxième mandat du président est hautement social. C'est un bon président qui prône l'excellence dans l'administration publique. Si le Bénin avait connu tout M. Patrice Talon, beaucoup de jeunes brillants bourrés de talent ne seraient pas dévoyés de leurs rêves. Cette nouvelle mesure va nous permettre de vivre comme des enseignants. C'est un effort, mais n'oubliez pas que ces AME sont en train de vieillir et bientôt ils seront nombreux à avoir 40 ans. S'il fallait les insérer à partir de 40 ans avec les nouveaux tests, ce seraient des contrats transitoires. C'est déplorable. Les nouvelles mesures prises par le gouvernement au sujet des AME sont salutaires, mais elles visent à contourner leur revêtement. Terminons par cette actualité qui agite la toile depuis quelques semaines. La répression policière relative au port de casque et autres infractions routières. En moins d'un mois, le résultat des interpellations sur les différents axes routiers est impressionnant. Cependant, il se pose la question de l'intégrité des biens roulants saisis lors des contrôles routiers par les agents de la police selon les internautes. Voici leur réaction. Si tu es en règle côté casque, plaque et rétroviseur, certains policiers contrôlent même les pneus et clignotant des motos juste pour te trouver une raison et te prendre la moto ou de l'argent. La police républicaine pourchasse le motocycliste comme un grand délinquant de classe internationale juste parce que dans une rue secondaire, le policier en patrouille sur la moto de la police a aperçu cet individu sans casque. Dans ces motos entassées se trouverait de l'essence qui pourrait être source d'incendie dans ces commissariats. Actu sur le net, c'est également les vidéos et les images qui font buzz. Nous avons sélectionné quelques-unes pour vous. Si tu veux pas manger 20 kilos de riz à 4 heures, ton visage va changer à 15 heures. Ochiso zame jovenda, foi que makodu no vaba, mado keke afonoso, ye kado no mindo maho casco, pomi kali kwe ya lo mado, ye kokbeba un kojo
bajende. Ah bon? Et t'es baro recadé. Ogene. Akobajo, animaku, et sinkan hojende. Bon, après moi, la cité, maman, nous doit alors. Attends, mon bonheur débrouillé. Mais quoi, là, nous, mimi, c'est vivi. Sinon, mi sato, bon, ami, pas mi don. Bon, nous, mini, rocasso. Mi sato, bon, ami, pas mi don. Bon, nous, mini, rocasso. Et nous voici de retour sur le plateau du grand format avant de parler de la fête identitaire des communautés installées autour du lac Aimé. On va parler spiritualité. Qui est l'homme? Quelles sont ses différentes dimensions? Quand on parle de l'homme nouveau, de quoi s'agit-il? Il est là pour nous donner ces éléments de réponse. Monsieur Nicolas Arwandino, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. Vous êtes élève à l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or. Tout à fait, tout à fait. Alors, bienvenue ici. Alors, Merci. quand on parle de la Rose-Croix d'Or, ouais. En quelques mots, comment peut-on la présenter? Ok. D'abord, nous sommes ici en tant que serviteurs de la Rose-Croix d'Or. D'accord. Donc, en tant que conférencier de la Rose-Croix d'Or. D'accord. C'est quoi la Rose-Croix d'Or, ou école spirituelle de la Rose-Croix d'Or, ou école des mystères de la Rose-Croix? Merci. Voilà. L'école des mystères de la Rose-Croix d'Or est une plateforme spirituelle, alchimique, qui prend l'homme naturel, limité, dans sa conscience, et qui le conduit dans un processus gigantesque de divinisation. C'est-à-dire comment faire pour que l'homme devienne Dieu. Parce que il est dit... devienne Dieu. Oui, pour que l'homme devienne Dieu. Dieu est en l'homme, mais l'homme n'a pas conscience de ce qu'il est un Dieu. Dieu est un peu comme, si nous voulons l'exprimer, dans un état de sommeil en l'homme. Donc, l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or prend l'homme dans son état naturel, limité, non éclairé, qui n'a pas conscience du microcosme ou du macrocosme, de tous les mondes. Il n'a aucune conscience. L'école des mystères de la Rose-Croix d'Or le prend et le conduit dans un processus alchimique, spirituel, qui fait de lui l'homme divin. L'homme a une conscience macrocosmique, qui a une conscience totale. Donc l'homme Dieu. Pour dire, comme les religieux, pour faire de lui un homme Christ. Mais cette faculté se trouve dans l'homme. Et il faut l'éveiller. Et c'est ce travail que fait l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or. D'accord. Vous avez une conférence publique samedi prochain pour parler de l'homme. De l'homme. De l'homme, pourquoi? De l'homme nouveau. De l'homme nouveau. Nous voulons parler de l'homme nouveau. Comment devient-on un homme nouveau? Un homme nouveau. Merci, monsieur le journaliste. Si on vous regarde, si on me regarde, on voit un homme, n'est-ce pas? Mais nous n'avons aucune idée des grands pouvoirs qui sont en nous. Et c'est de ces pouvoirs que nous allons parler. Comment ces pouvoirs peuvent être éveillés, par quel processus spirituel, alchimique, on peut éveiller ces pouvoirs pour que vous deveniez vous. L'homme qui s'est revêtu de sa robe de lumière. On appelle ça le vêtement d'or des noces alchimiques. C'est un corps qui est en nous, que nous essayons de travailler à éveiller. Quand il devient actif et lumineux, à partir de ce corps qu'on appelle le vêtement d'or des noces alchimiques, nous pouvons impressionner, impacter le règne minéral, donc les végétaux, les pierres, le règne végétal, donc les végétaux, le règne animal, de façon à ce que ces règnes aussi prennent conscience de leur état. Et à partir de ce moment, la paix s'établira sur le Bénin, sur l'Afrique, sur le monde. C'est ce grand travail alchimique qui est un travail gigantesque que nous faisons en faveur de l'homme. Et c'est l'homme qui va sortir de là, de toi à moi, qu'on appelle l'homme nouveau. D'accord. Alors, quel est le message dont, on va dire, vous êtes porteur pour le Bénin, l'Afrique, le monde et l'humanité? Et au nom de qui? D'abord, au nom de l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or. Nous disons ça parce que depuis la nuit des temps, il y a eu des écoles des mystères. En Égypte, dont nous sommes issus,
vous savez bien, tous les Africains sont descendus de l'Égypte ancienne. Là-bas, il y avait l'école des mystères de l'œil d'Horus. L'école des mystères de l'œil d'Horus, c'est l'école qui travaillait sur la pinéale, pour ouvrir la pinéale. Quand la pinéale, qui est un organe qui est dans l'homme, est tournée vers le divin, nous devenons un homme nouveau. Donc nous connaissons ça. L'école des mystères que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'école de la Rose-Croix, l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or. C'est au nom de cette école que nous parlons maintenant. D'accord. Et le message, oui. C'est votre deuxième question. Oui, bien sûr. Le message, c'est, quel est notre message? C'est de dire aux hommes, levez-vous, construisez votre vêtement de lumière, revêtez-vous de votre vêtement de lumière et devenez une bénédiction pour le monde et l'humanité. Alors, voilà notre message. Et l'homme nouveau, libérateur du monde et de l'humanité, c'est le thème. Hein? Donc, c'est le thème, bien sûr. Oui. Alors, comment l'homme peut-il libérer le monde et l'humanité? Très bien. La situation actuelle de l'humanité, telle qu'elle est, se manifeste dans sa conscience. La conscience. Vous avez la conscience de l'homme. Je me suis habillé comme ça parce que c'est ce que ma conscience me révèle. Vous êtes habillé comme ça parce que c'est ce que votre conscience vous révèle. Donc, quand l'homme naturel, comme vous et moi, nous avons fini par réveiller notre conscience par ce qu'on appelle le saut quantique, c'est-à-dire nous passons d'un niveau de conscience A à un niveau de conscience B qui est un niveau beaucoup plus élevé, et en ce moment, vous devenez des dieux, et en ce moment, vous pouvez sauver l'humanité, vous pouvez sauver le monde, simplement par irradiation. Parce que dès que vous avez le vêtement de lumière, vous irradiez partout, vous irradiez tout, vous mettez tout en sécurité. Et les démons qui nous dérangent, qu'on appelle les hordes noires, nous les battons dehors, et nous avons la paix. D'accord. Alors, c'est une question comme ça, hein. Quelle est l'approche que vous comptez utiliser au profit des Béninois, des Africains et même du monde pour expliquer un thème aussi subtil et spirituel? Merci beaucoup. C'est ça le clou même de notre affaire ce soir. Nous avons aujourd'hui des données spirituelles et des données scientifiques. Les données spirituelles, nous les avons connues depuis longtemps. Donc on a dit, le royaume des cieux est en vous-même, préparez le chemin pour votre Dieu. Mais les données scientifiques, nous les empruntons à la neuroscience, à la science quantique. Par exemple, grâce à l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, on peut flasher votre tête et voir la lumière qu'il y a dans votre tête. On peut flasher votre cœur et voir la lumière qui est dans votre cœur. Or, ça a été annoncé depuis longtemps. Et dans notre école, l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or, on a dit la rose du cœur. Donc, le cœur abrite Dieu, qu'on appelle la rose du cœur. La tête habite un aspect de Dieu, qu'on appelle la pinéale, qui doit être tournée. Votre pinéale, actuellement, permettez que je vous dise. Oui, allez-y. Ne soyez pas offusqués. Votre pinéale, c'est l'organe qui vous permet de, comme les antennes paraboliques, de vous mettre en résonance avec tout l'univers. Est-ce que c'est le cas maintenant? Ah ben, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Okay. Si vous venez à cette conférence, nous allons vous le prouver que ce n'est pas le cas maintenant. Parce qu'il nous faut des hommes qui sont connectés grâce à des antennes paraboliques vers le royaume de Dieu, le champ de vie divin, qui captent les messages, les ramènent ici pour aider les hommes. D'accord. C'est clair? Nous voulons rester très simples. Oui, plus ou moins clair. J'allais vous demander quelles sont justement ces données scientifiques et spirituelles que vous allez utiliser pour répondre donc, justement à cette question. Je pense que vous avez déjà apporté des éléments de réponse à tout. On va finir l'entretien avec votre mot de fin. Le mot de fin que nous avons pour les Béninois, pour les Africains, pour le monde entier, se résume en ceci. Revêtez votre vêtement de lumière, comme cela a été dit dans toutes les religions, et sauvez le monde et l'humanité grâce aux radiations, grâce au rayonnement de vos vêtements de lumière. Voilà le message que nous avons pour l'humanité. Et nous invitons les gens à venir, à écouter et à rentrer dans ce processus alchimique d'éveil de l'homme nouveau qui irradie l'humanité. Tous les règnes, le règne minéral, le règne végétal, le règne
animal et le règne humain. Et nous serons tous, vous et moi, nous serons des hommes nouveaux. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Nicolas Arwandino. Vous êtes élève donc de l'école spirituelle. Un serviteur de l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or. D'accord, serviteur. Oui, serviteur. On préfère serviteur qu'élève. Nous préférons. D'accord. Ok. Merci beaucoup pour ces explications. Hein. Merci. On se dit très bonne journée. C'est le samedi prochain. D'accord. Le samedi 30 mars. À l'hôtel Azaraï à 16h et l'entrée est libre et gratuite. D'accord, merci beaucoup. Et puis très bonne journée à vous. Merci monsieur le journaliste, oui. Merci. Mesdames et messieurs, on va parler maintenant de la fête identitaire des communautés unies par le lac Aimé. Et c'est chez nous, c'est le Novizan qui est à sa 60e édition, qui regroupe les filles et fils Rouida du Bénin. Le président du comité d'organisation de ces retrouvailles vient nous donner quelques précisions sur ce qui se fait en ce moment. Reportage. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Si vous n'êtes pas stable en ce moment et vous ne voulez rien rater du grand format, vous avez la possibilité de nous suivre en direct sur le www.canal3television.com. Cette émission est également retrouvée ce soir en nouvelle diffusion à partir de 23h
Au Bénin, Monsieur André Djokono, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. Président du comité d'organisation de Novisan, ces retrouvailles qui sont à leur 60e édition cette année. Alors, Novisan, c'est quoi? Tout d'abord, ce n'est pas le président du comité d'organisation, c'est le président même du Novisan, du bureau exécutif national Novisan. D'accord. Je vous remercie pour l'invitation que vous nous faites à pratiquement une semaine de la fête de Novisan. Novisan, pour être bref, c'est l'association des ressortissants du lac Aémé et ses chenaux. Et quand on dit l'association des ressortissants du lac Aémé, il faut bien situer le lac. Et le lac, quand on part de Cotonou, on arrive à Ouida. Après Ouida, on vient à Sebroé. On traverse à Banto. Il y a les deux ponts, les deux petits ponts. Et le lac se situe dans le creuset entre les deux versants. Le versant atlantique qui part d'Agbanto vers Dédomé et le creuset, le versant mono à partir de Komé jusqu'à Bopa, à Bodji, et puis qui rentre après dans les chenaux. C'est là notre lac, le lac commun à tous ces ressortissants qui sont au nombre de près de 400 âmes, avec 17 arrondissements et 5 communes. Les communes en question sont les communes de Komé, de Bopa, les communes de Kwamassé, les communes de Ouida et les communes de Grand Popo. D'accord. Quand on parle de Novisan aujourd'hui, quels sont ses objectifs? Novisan a été fondé pratiquement en 1964 par les pères fondateurs. Et c'est justement l'un de ces pères fondateurs, le premier, qui est M. Sosavi Raphaël, et c'est de lui qu'il s'agit en ce 60e anniversaire parce que nous voulons lui rendre un grand hommage de reconnaissance pour avoir dirigé cette association depuis 60 ans. Et c'est pour cela que nous sommes dans son village, là où il est né, Seromi, dans l'arrondissement de Possotomain. Et Novisan a comme objectif de rassembler tous les ressortissants, les 400 000 âmes aujourd'hui du lac Aémé, dans un creuset, pour réfléchir sur le devenir du lac. Parce que le creuset, c'est le lac. Le leitmotiv, c'est le lac. C'est du lac qu'il s'agit. Et les pères fondateurs, en créant Novisan, voulaient que ce lac, qui avait des conditions un peu dégradantes, puisse continuer à les nourrir. Et ils réfléchissaient sur le devenir de ce lac avec le concours de tous les autres, et pour faire en sorte qu'ils ont mis cette fête le jour de Pâques, le jour de la résurrection du Seigneur. Alors, Novisan, avec tout le temps qu'il a traversé jusqu'à aujourd'hui, semble avoir atteint ses objectifs, constitue un secret de retrouvailles, un creuset de solidarité et de fraternité entre les frères qu'on appelle les novices. D'accord. Justement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous voulez faire d'ici une semaine? Quel est le programme 60 ans dans la vie d'un homme, vous savez, c'est beaucoup. Et 60 ans dans la vie d'une association, c'est également beaucoup. Et c'est faire en sorte que cet événement, c'est-à-dire que ces 60 ans soient vus sous un double angle, double événement. Premièrement, chaque année, Novisan se réunit dans un lieu précis au niveau des 17 arrondissements. Il s'agit d'une fête rotative pour commémorer cet anniversaire et cette édition. Et l'année dernière, c'était à Seboué, le 59e, et maintenant, à 60 ans, nous fêtons ça à Seromi, et précisément dans l'arrondissement de Possotomain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de se voir, c'est l'important ça. Il faut que les frères et sœurs de tout autour du lac se voient pour communier ensemble, fraterniser, solidariser et faire en sorte qu'ils mangent ensemble. Et celui qui est parti depuis quelques années, on se voit en ce temps-là. Et c'est ce qui est important, que les gens ne comprennent pas. En dehors de ça, nous réfléchissons sur toujours le devenir du lac et plein de chemins que nous avons parcourus pour arriver là, en ce sens que le dragage du lac que nous avons tout le temps souhaité, depuis
nos pères fondateurs est devenue une réalité aujourd'hui, et faire en sorte que ce n'est pas encore ça. Il faut faire en sorte que les populations, le lac, soit effectivement engorgé des ressources halieutiques qui doivent nourrir ces populations. Parce que les poissons qu'on trouvait avant, on ne les trouve plus aujourd'hui. Et cette année, lorsque nous venons également rendre hommage à ce digne fils qu'est le premier président, M. Sosabi Raphaël, nous avons encore des doléances à faire au niveau du gouvernement, à savoir aujourd'hui les pratiques de pêche qu'on utilise, que les populations utilisent, il faut les conscientiser. Non seulement les conscientiser parce que nous avons pris un temps, il faut qu'on commence par réprimer sérieusement pour que les petits poissons qui sont dans le lac puissent grandir et devenir de grands poissons pour nous nourrir. Sinon, il y a des pratiques de pêche, il y a les engins qui ramassent les petits poissons où on ne leur permet pas effectivement de grandir dans le lac pour pouvoir nourrir les populations. Alors, on sait qu'à chaque édition, le bureau pose des actions donc sociales dans le village ou l'arrondissement qui abrite les manifestations. Cette année, qu'est-ce que vous avez prévu? Tout à fait, vous l'avez bien rappelé. Il faut dire que chaque année, nous essayons de marquer notre passage parce qu'il s'agit d'une fête rotative. Et lorsqu'on y vient pour fêter avec les populations, de ça, il faut me permettre de remercier le comité d'organisation, l'association des ressortissants de Saint-Romy qui avait demandé cette fête et qui se met depuis Seboué, il y a 1 an à pied d'œuvre pour faire de cette fête de Saint-Romy une très belle fête. Alors lorsque nous venons vers eux, à part le côté festif, le programme que je vous donnerai tout à l'heure, il y a une marque. Nous allons marquer notre territoire et nous pensons que ce jour-là, nous allons leur laisser quelque chose, et lorsque nous serons de passage, où tout individu, toute personne qui est de passage là, il voit la réalisation de nos visants. Et cette année, nous allons faire de cette place une place belle que nous allons peut-être baptiser, et puisque à Saint-Romy, il y a des endroits touristiques très attrayants. Nous avons la beige de Saint-Romy avec le sable très fin. Nous avons les édifices. Aujourd'hui, il y a un programme de développement avec la construction des routes à Saint-Romy. Nous avons un truc historique qui est le marché de troc, qu'on appelle Gassia Gamin dans la langue. C'est un marché où avant, jusqu'aujourd'hui, on fait le troc. Et ça s'anime tout le temps. Vous venez avec du poisson, l'autre qui est de l'autre versant vient avec du gari, du manioc ou de l'huile, et vous faites l'échange. La monnaie n'avait pas cours à l'époque. Donc, voilà des potentialités touristiques qu'on peut tout à fait qu'on peut visiter. Et c'est pour cela que nous lançons l'appel à tout le monde, à tous ceux qui doivent venir, de venir fêter avec nous, tous les sympathisants. D'abord, les 10 fils, c'est-à-dire les populations des 17 arrondissements, les autorités politico-administratives, la diaspora qui vient, et également vous-même. Tous ceux qui sont sympathisants de l'AKM, de venir communier, fraterniser avec nous ce jour-là et venir découvrir Saint-Romy avec ses potentialités économiques, touristiques. Et nous vantons ça. Et le programme. Le programme, justement, avait commencé depuis près d'1 an où nous leur avons remis le flambeau. Ça commence depuis 1 an par un grand tournoi de football que nous appelons la Coupe Novisan qui est organisée. Et ce jour-là, le 30, on jouera la finale. Et ça se joue depuis. Et on jouera la finale ce 30 sur le terrain de Saint-Romy entre 2 équipes qui sont sorties finalistes. Il y a l'équipe d'Akoria et l'équipe de Saint-Romy même, qui vont jouer la finale, dotée de prix d'une coupe qu'on appelle la Coupe Novisan. Alors, la veille, il y aura les festivités qui vont commencer avec les petits jeux, la course au pirogue, la course dans le sac avec les enfants, les panégyriques qui seront déclamés. Et il y aura également le soir la retraite au flambeau pour animer tout le village avec beaucoup de choses, et il y aura la nuit des artistes. Les grands artistes qui sont programmés cette fois-ci, nous avons Bessi Solawadi, qui est un natif
du coin, de Djabadi. Nous avons effectivement encore GG Lapino, parce que nous ne sommes pas sectaires. On demande à tous ces grands artistes-là de venir avec les artistes locaux qui sont là pour animer la fête depuis 20h, que ça va commencer jusqu'à l'aube. Et le 31, le jour de Pâques, il y aura la grande messe pascale qui sera animée par l'évêque émérite de l'Okosa, Monseigneur Victor Abani. Et après cette messe, nous allons faire la procession de l'église jusqu'à la place non-visant qui sera effectivement baptisée. Et puis après, les discours qui seront dits par les associations sœurs qui vont nous accompagner, les autorités politico-administratives, il y aura effectivement le discours du président avec le message que nous allons porter à toutes ces populations. Et puis, c'est le pique-nique et avec le grand concert jusqu'au soir pour terminer cet événement. Tout un programme pour marquer... tout à fait, un bon programme qui est bien concocté et qui sera très alléchant. Regret aux absents, nous pouvons dire. D'accord. On va finir en quelques mots avec un appel à l'endroit de on va dire toutes les filles et tous les fils Fouida, et même au-delà. Il ne s'agit pas de Fouida, parce que ici effectivement, c'est les populations, et ce n'est pas tel. Il y a plus de 17 communautés qui viennent là, qui sont là. Parce que quand vous prenez tout le lac de tous les côtés, c'est de ces populations-là qu'il s'agit. Il y a les Hula, il y a les Péda, il y a les Aïzo, il y a les Kotafon, il y a les Pessinou, il y a les Dekamenou, il y a les Huachi. Donc, il s'agit de toutes ces communautés-là qui sont là. Donc, ce n'est pas un truc qui concerne quelque chose qui concerne seulement les Fouida. Donc, tous ces fils-là, des 17 arrondissements, des 5 communes que nous avons citées tout à l'heure, sont invités à faire le déplacement vers Saint-Romy, la commune, l'arrondissement de Posso-Tourin, pour venir voir ce qu'il y a de nouveau dans ce 60e anniversaire, cette 60e édition de Non-Visant, l'association des ressortissants de lac Aimé et Seychelles. D'accord, merci beaucoup à vous, monsieur André Kiekono. Vous êtes le président, vous l'avez dit, du bureau exécutif de Non-Visant, cette fête qui est à sa 60e édition et qui met en relation les filles et fils Ruida et même au-delà, vous l'avez dit, rendez-vous dans quelques jours pour dans une semaine pratiquement. D'accord. Sinon moins d'une semaine. D'accord. Très bonne journée à vous. Et vous-même, Idrissou, vous êtes bien invité. D'accord. Et on vous attend pour la grande spécialité de Dakouin et tous les mets qui seront à l'honneur ce jour-là. D'accord. Vous êtes bien invités. Merci, merci. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, voici à présent la revue de presse hebdomadaire de Asyongbo Kani Asyongbo. Et juste après, vous le savez déjà, c'est le décryptage de l'actualité nationale avec l'invité média ce dimanche. C'est Stéphane Arin Rossou qui est avec nous. Il est le rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. À toutes et à tous, bonjour et merci de prendre la revue de presse. Promulgation du code électoral, L'Autre Quotidien voyait les dés qui sont désormais jetés. Pour le journal, plusieurs dizaines d'articles de ce code sont soit créés, modifiés ou complétés. 3 sont purement et simplement supprimés. Avec la promulgation de ce code modifié, il devient exécutoire après sa publication au journal officiel. Ainsi, le Bénin, par cette promulgation, se dote d'un code électoral revu qui renforce les conditions d'attribution des sièges pour les élections législatives et le parrainage des candidats à l'élection présidentielle. Ainsi, de nouvelles règles sont définies pour régir l'organisation des élections au Bénin et surtout pour fixer les performances à réaliser, notamment pour être membre des prochaines législatives. Les acteurs politiques et les candidats aux futures élections, notamment législatives et présidentielles, devront prendre leurs dispositions pour s'y conformer, ajoutait le journal quand, dans sa publication du mardi, Fraternité indiquait alors que par conséquent, le vin est tiré et à moins de rebondissements, la classe politique devra prendre ses dispositions pour participer aux prochaines joutes électorales en tenant compte des nouvelles réalités au plan juridique. C'est dire que 2026 sera un test grandeur nature pour les partis politiques qui voudront coûte que coûte
résister à une mort certaine s'ils n'arrivent à franchir les barres fixées par le code électoral qui deviennent de plus en plus contraignantes. Ce qui est certain, qui veut voyager loin ménage sa monture. Alors, vivement, les élections de 2026 avec les surprises qu'elles nous réservent, faisait observer le journal. Pour le confrère de la matinée, tout constat fait, la pilule sera amère pour toutes les formations ou partis politiques engagés dans ces consultations électorales. Le piège qui pourrait précipiter la chute de l'UPR, des démocrates ou du BR, et pour cause, le nouveau code électoral sera sans pitié aussi bien pour les représentations politiques de la mouvance que celles de l'opposition. Cette dernière qui crie déjà à l'exclusion au lendemain de la décision de la Cour constitutionnelle qui déclare conforme à la Constitution béninoise le jeudi 14 mars 2024 le nouveau code électoral. Mais le gros danger se trouve plus loin et pourrait provoquer la chute de ces formations politiques attendues aux grandes empoignades électorales qui se profilent à l'horizon 2026. Le code électoral voté en l'état qui complète une disposition de 2019 pourrait chuter les deux camps, les trois partis politiques, à savoir l'UPR, les démocrates ou le BR, tous attendus à l'élection présidentielle de 2026 pour espérer réaliser l'alternance à la tête du pays, se retrouvent en face d'un gros piège. Dans la suite, la Nation rapportait que face aux professionnels des médias le mercredi 20 mars à Parakou, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedi, a abordé plusieurs sujets liés à l'actualité sociopolitique au Bénin. Il a été entre autres question des garanties relatives à la préservation des acquis du régime de la rupture. Selon le porte-parole, jamais le Bénin n'aura connu autant et à la fois de chantiers de développement dans tous ses départements depuis son accession à l'indépendance. Si vous observez, vous constaterez que l'argent, au lieu de se retrouver dans des poches privées, va vers les chantiers qui améliorent le quotidien des populations. Ce qui allait à la corruption va de plus en plus dans les projets de développement, que ce soit pour l'eau potable, l'électricité, les cantines scolaires, les infrastructures. Des actes majeurs sont aujourd'hui posés, a-t-il affirmé. Il poursuit: au regard de tout cela, je peux vous donner une certitude. Le président Patrice Talon est candidat à la préservation des acquis de sa gouvernance qui améliore la vie des populations, qui améliore le devenir de notre pays. C'est à ça et à ça seul qu'il est candidat pour 2026, a-t-il laissé entendre. De son côté, l'économiste du Bénin informait jeudi que le marché postal au Bénin a enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires entre 2022 et 2023. Le chiffre d'affaires global évalué à plus de 11 milliards de francs CFA en 2023 contre un peu plus de 10 milliards en 2022 a augmenté de 9,3%. Cette croissance est attribuable à l'augmentation des revenus des envois exprès, 29,7%, des colis postaux, 8,6%, et des services financiers postaux, 10%. Selon le rapport de l'ARCEP Bénin en 2023, le chiffre d'affaires du marché postal est réparti comme indiqué: 52% pour les services postaux, courriers et colis, 47% pour les services financiers et 1% pour les autres services connexes. Dans le domaine de l'enseignement, la Nation soulignait que les aspirants au métier d'enseignant ont des raisons de se réjouir. Le lundi 18 mars 2024 marque le début d'une nouvelle ère pour cette catégorie d'enseignants qui dispensent les cours dans les établissements publics sur tout le territoire national. 6 mesures sociales de grande portée ont été prises en leur faveur avec des avantages financiers non négligeables. Première décision du Conseil des ministres, les AME seront désormais payés tous les mois de l'année, soit 12 mois sur 12. Ils obtiennent donc le paiement du dernier mois de l'année, contrairement à la situation qui prévalait jusque-là où ils étaient payés pendant 11 mois dans l'année. C'est d'ailleurs en décembre 2022 que le gouvernement leur avait accordé l'avantage d'être payés pendant 11 mois sur les 12, sinon qu'ils étaient rémunérés seulement pendant 6 mois. Pour Fraternité, il aura fallu patience et bravoure dans le rang des concernés pour en arriver là. Une raison de plus de croire aux promesses de la rupture. Sans doute que les sorties médiatiques, les dénonciations, les cris de ras-le-bol de ces acteurs
ont eu raison sur l'aura de Patrice Talon. 5 ans environ passés dans le gouffre, les AME peuvent désormais sourire et être davantage fiers d'être au service de la nation. 5 ans d'espoir trahis, 5 ans de calvaire, 5 ans de maltraitance, 5 ans où les aspirants ont eu le sentiment que la République leur a tourné le dos, comme ils le chantaient partout. Aujourd'hui, leurs revendications ont porté les fruits. Seulement, le retour au quota horaire hebdomadaire normal n'est pas concerné pour le moment. Tant mieux pour nos yeux, s'exclamait le journal. Et puis, Fraternité s'indignait que c'est devenu récurrent dans la Liborie. Des écoles et des commissariats sont régulièrement incendiés, parfois avec des pertes en vies humaines. Ces actes sont ceux de vandales qui opèrent depuis 3 ans au sein de ces communautés du nord du Bénin, mettant en danger la vie des élèves et policiers. Il y a quelques jours, ce sont des salles de classe d'un établissement d'enseignement primaire de Banikwara qui sont parties en fumée. Peu de temps après, c'est-à-dire dans la nuit du mercredi à jeudi, un commissariat a subi le même sort, comme quoi les écoles et les commissariats sont devenus des cibles privilégiées de ces individus qui sont malheureusement dans la nature. Il n'y a plus de quiétude dans la région. Les élèves n'ont plus l'esprit tranquille pour étudier. Merci d'avoir suivi la revue de presse hebdomadaire. Merci à vous, Asiongo Kanye Asiongon, pour cette revue de presse hebdomadaire. On se retrouve dimanche prochain avec d'autres informations. Les frères Roland et Franck Orunla du groupe Au Fou Autant sont nos artistes de la semaine. Ils seront avec nous sur ce plateau dans quelques instants. Mais avant, décryptage de l'actualité nationale avec l'invité média. Il est déjà installé. Stéphane Achine Rosso, bonjour. Bonjour Idrissou. Rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Merci d'être avec nous ce dimanche. On commence le décryptage avec la promulgation du nouveau code électoral après la décision de la Cour constitutionnelle. Alors, fin de la partie pour les acteurs politiques. Oui, on peut se le dire parce que lorsque les députés ont voté cette loi, on a tous constaté que ça a été une loi à polémique, qui a suscité beaucoup de contestations, etc. Les parties prenantes se sont référées à la Cour constitutionnelle, ce qui est dans un état de droit, ce qui est normal. La Cour a fini par trancher et je pense que lorsque la Cour tranche en cette matière, il y a quand même une rhétorique qui se fait, c'est que les décisions de la Cour sont sans recours. Donc quand la Cour se prononce, donc c'est généralement la fin de la récréation qui est sifflée. Donc les parties qui se sont référées à la Cour devront donc s'en tenir à ce que la Cour a dit. Donc visiblement c'est la fin de la récréation. Ce code qui a été récemment promulgué par le chef de l'État rentre désormais donc en vigueur et les partis politiques qui à tout le monde, les partis politiques qui veulent s'engager dans les prochaines élections présidentielles ou législatives, etc., doivent donc se contenter de ce qui est là, quitte à ce que dans les jours à venir ils puissent donc modeler cela comme au gré des circonstances politiques qui vont se présenter. Et n'oublions pas que en 2019 ce code a été déjà fait objet de en cette année où on doit encore faire face aux élections générales, on revoit encore le code. Peut-être qu'après... Avant 2026, est-ce qu'il peut y avoir encore de... Bon, on ne sait jamais. Il revient aux acteurs politiques de nous le dire. Voilà, c'est les acteurs politiques qui modifient les textes au gré des circonstances si cela les arrange. Mais il faut à un moment donné qu'on ait quand même un code stabilisé pour qu'on ne soit pas obligé à chaque instant de retoucher. Il faut donner une certaine longévité. À chaque fois qu'on est bloqué sur le terrain, voilà, donc on doit trouver la solution. Voilà, il faut pouvoir donner une certaine longévité à ce code électoral qui est enfin
promulguée. D'accord, on va revenir sur quelques dispositions introduites dans le nouveau code électoral. D'abord, les députés et les maires qui sont désormais contraints donc, à parrainer les candidats portés exclusivement par leur parti politique, contrairement à ce à quoi on a assisté où un député républicain peut aller porter la candidature d'un citoyen ou bien d'un militant donc, du parti Les Démocrates. Cette fois-ci, c'est encadré. Est-ce que c'est une avancée pour la démocratie béninoise? Dans une certaine mesure, on peut se dire que c'est une avancée parce que, vous savez, l'une des réformes politiques qui est aujourd'hui à l'actif de l'actuel chef de l'État, c'est le renforcement, la mise en place et le renforcement d'un système partisan. Et je pense que c'est à saluer. Nous avons eu tout le temps à faire à des épiceries politiques, à des clans politiques, à des partis politiques régionalisés qui ne sont pas forcément de nature à renforcer un système démocratique. Et donc, aller vers des réformes qui concourent à mettre en place des partis politiques forts, je pense que c'est à saluer. Et quand on lit cette disposition, on a comme l'impression que le législateur a voulu encore donner davantage de pouvoir aux partis politiques, ce qui est à saluer, parce que ce n'est pas concevable qu'un acteur politique qui a été positionné par un parti politique marchande sa voix après, au détriment de des orientations que ce parti pourrait lui donner. Et donc, cela est à saluer parce qu'aujourd'hui, tout est encadré. Sauf que l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est de savoir si ce souci de donner plus de pouvoir aux partis politiques n'est pas en train d'ôter à l'acteur politique sa liberté de conscience. Parce que à un moment donné, je peux être membre d'un parti politique, partager ces grands idéaux, mais que sur des questions pratiques, sur des questions concrètes, je ne sois pas forcément d'accord avec certaines orientations. Parce que pour des questions de parrainage, il ne faut pas oublier qu'au-delà de l'aspect politique, il y a quand même des aspects émotionnels, sentimentaux, etc., qui pourraient rentrer en ligne de compte. Et donc, l'acteur politique peut être plus ou moins penché vers un autre. Mais si son parti l'oblige à aller vers une tendance que son cœur n'épouse pas, vous voyez qu'il est en train de faire un choix qui est carrément aux antipodes de ses convictions personnelles. Et donc, ce sont des choses qu'il faut revoir parce que celui à qui on donne un pouvoir a toujours tendance à en abuser. Et ce pouvoir qu'on est en train de donner aux partis politiques, moi, je crains qu'avec le temps, ça n'use pas complètement la liberté de conscience des acteurs politiques membres de ces partis politiques. Et ça, il faudrait revoir ces aspects-là. Et avec le nouveau code électoral, il y a le seuil d'éligibilité des partis politiques à l'attribution de sièges qui change. On était à 10% donc, de suffrages exprimés sur le plan national. Maintenant, nous sommes à 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales. À ce niveau, est-ce que ce n'est pas trop corsé pour les partis politiques qui n'ont pas encore rejoint les grands rassemblements? Oui, pour les partis politiques qui n'ont pas encore intégré la dynamique des grands rassemblements, ça pourrait être pour eux un problème. Mais si vous n'avez pas la capacité, n'est-ce pas, donc de couvrir le territoire national, vous n'êtes pas un parti national. Il faudrait qu'on arrête avec cette idée que, je suis du Zou, j'ai mon parti du Zou, je suis du Koufo ou j'ai mon parti. Non. Un parti politique doit avoir, n'est-ce pas, donc une représentation nationale et donc couvrir toutes les circonscriptions électorales. Je ne trouve pas que c'est conseil, mais je trouve plutôt que c'est une manière d'amener les partis politiques à s'enraciner sur le plan national. Et donc, n'est plus aujourd'hui un parti politique au Bénin, n'importe quel parti. C'est le parti qui pourra donc faire ses preuves sur le terrain. Mais là où moi j'ai une inquiétude, c'est que, en fait, la loi dit que c'est le législateur qui détermine le nombre de suffrages qu'il faut avoir. En termes de trucs là. Mais si le code définit déjà ça, est-ce que
ce n'est pas aux antipodes de ce que la Constitution dit. Mais je ne voudrais pas m'opposer à ce que la Cour constitutionnelle a dit, parce que je ne voudrais pas remettre en cause leur rectitude intellectuelle, etc. Mais je trouve qu'il y a quand même une forme de dichotomie qu'il faudra revoir. Toujours est-il que cette disposition amène les partis politiques aujourd'hui à véritablement mouiller le maillot. Et personne n'est à l'abri. Je vois qu'au niveau des grands rassemblements comme l'UP, le BR et les démocrates, pas les démocrates, ces deux partis qui soutiennent l'action du gouvernement, j'ai comme l'impression qu'ils jubilent déjà. Mais personne n'est à l'abri. C'est vrai que eux, soutenant l'action du gouvernement, ils peuvent faire des jeux et s'en sortir. Mais c'est le lieu aujourd'hui d'inviter les démocrates à aller vers les fusions. Sinon, ça ne va pas. Sinon, avec qui? La FCBE? Oui, je crois. Renaissance nationale. Bon, pas Renaissance nationale, non, mais FCBE tout au moins, puisqu'on les a vus ensemble la dernière fois lors d'une conférence. Et puis ce n'est pas exclu. On peut dire de façon ceux qui sont aujourd'hui FCBE et ceux qui sont démocrates, MPL, tout ça, c'est en fait c'est la même personne. C'est juste les confréries politiques qui changent. Donc c'est la même personne. Ils peuvent se voir et trouver des clauses leur permettant de se mettre ensemble pour les challenges politiques qui les attendent. Sinon, ils seront out. D'accord. Et justement, parlant de 2026, nous avons suivi cette semaine le porte-parole du gouvernement qui a donné quelques éléments en ce qui concerne les intentions du chef de l'État, Patrice Talon, en 2026. Il dit qu'il est candidat donc, à la sauvegarde donc, des acquis de son régime. Qu'est-ce que vous y comprenez? Oui, je trouve que quand le porte-parole du gouvernement a dit ça, ça a été relayé abondamment sur les réseaux sociaux. Les gens ont tout fait de dire que bon, le chef de l'État revient. Il veut un troisième mandat. Il veut un troisième mandat, etc. Mais pour qui connaît le style communicationnel du porte-parole du gouvernement, j'ose croire qu'il est dans une métaphore. Juste pour dire que, en fait, le chef de l'État, tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre en place, de pouvoir s'assurer à ce que toutes les institutions démocratiques, toutes les dispositions sont mises en place pour que après lui, on n'ait pas de crises, des conflits, etc. Donc, c'est pour la préservation des acquis démocratiques. Et donc, si le chef de l'État même nous a dit qu'il n'est plus candidat à sa propre succession et qui n'est plus candidat. Il a besoin de personne pour assurer. Voilà, mais toujours est-il que quand on a travaillé 10 ans, c'est quand même mieux de s'assurer que quand on quitte, ce qu'on a laissé ne sera pas détruit, mais ce sera tout au moins pérennisé. Il ne cherche pas quelqu'un pour couvrir ses arrières parce que certainement il n'a rien à se reprocher. Mais quand on réforme, n'est-ce pas, donc qu'il a mis en place, il a quand même besoin d'un dauphin, n'est-ce pas, donc pour pérenniser ses actions. Et je pense que c'est certainement dans cette logique que s'inscrit le porte-parole du gouvernement. Ça ne peut pas être dans la logique que le chef de l'État voudrait revenir. Puisque c'est une polémique qui est déjà bannie par le chef de l'État lui-même. En 2016, Yahi était candidat à la sauvegarde ou à la préservation donc, de ses acquis, parce qu'il faut le dire, il en a eu pendant 10 ans. Oui, je crois, mais nous avons vu l'ancien chef de l'État mouiller le maillot pour le candidat Lionel Zissou. S'il l'a fait, c'est certainement parce qu'il voudrait que son poulain soit là pour s'assurer que toutes les réformes qu'il a mises en place. La preuve, quand le président Talon est venu au pouvoir, il a déployé un nouvel arsenal en matière de gouvernance, etc., qui forcément n'est pas la même chose que le look que Yahi avait utilisé. Et donc, c'est peut-être créant cela que le chef de l'État actuel veut bien aussi avoir un de ses poulains gouverner le pays. Mais ça ne peut être qu'un souhait. Il revient au peuple souverain, n'est-ce pas, donc, de décider si c'est le poulain de l'actuel chef de l'État qui serait là ou pas. Je voudrais qu'on dise un mot avant de se séparer. Cette performance de l'athlète béninoise, Noélie Yarigo, comment est-ce que vous l'avez suivi? Avec grande satisfaction. Oui. Avec grande satisfaction de voir qu'il y a quand même des gens qui continuent de faire la fierté de notre pays sur le plan sportif à l'international. Et la réflexion que cela m'a donné, c'est que on investit trop, n'est-ce pas, donc dans le football. Vous voyez,
moi, je pense qu'on l'a célébré, mais on ne l'a pas encore assez célébré. Encore qu'elle se bat seule. Hein. Elle se bat seule. C'est quand elle peut-être... tous les millions, les milliards qui sont investis dans le football, décentralisons ces milliards-là. Convoyons-les vers d'autres disciplines sportives. Si on investit dans quelque chose qui ne donne pas, fermons baraque et prenons soin des choses qui donnent. Et ça, par exemple, ça donne, c'est intéressant. Et le gouvernement actuel doit aller loin en pensant à ces gens qui font honneur à notre pays. D'accord. Stéphane Ahin Rossou, rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. L'un de nos analystes sur le plateau du grand format, toujours disponible à nous accompagner. Hein. Très bonne journée à vous. Merci. On se retrouve dans quelques semaines. Absolument. Bon dimanche. Mesdames et messieurs, voici à présent notre artiste ou nos artistes de la semaine. Et c'est le dernier rendez-vous du grand format pour le compte de ce numéro. Na manu manje kagbokoi Oli peche ke gbon foko e chewa besi chewa we Cho fait c'est tu ne twerk pas Eni on fa jiwe Ipe chok poli kolan Chi kolan rokpo Bojo gbon cho chabe Yeni e boko Bonkan be boko ko bere bonkan chabe Le bon t'aimé du moment On te dit de twerker Tu dis tu veux pas N'kanché On te dit de twerker Tu dis que t'es vieille N'kanché On te dit de twerker Chabe On te dit de twerker N'kanché Au coco bon Chabe Opéré Bado Livisi Bado Laja Chabe Opéré Bado Livisi Bado Laja Chabe On a pris Gododo Chabe On a wanya Gololo Chabe Gidi Baba Chabe Mama Chabe On a pris Gododo Chabe Nyangololo Chabe Gidi Baba Chabe Dada Chabe Another style Bongo style Bombastic Chabe style Chaka Kacha Chacha Ochabe Chikocha Même le matin, il faut twerker. Même à midi, il faut twerker. Même le soir, il faut twerker. Every day, every time, il faut twerker. On a fourra, on se chabe. On a satin, on se chabe. On a dit coco, on se chabe. Chabe. Opéré Bado, Livisi, Bado Laja. Chabe. Opéré Bado, Livisi, Bado Laja. Chabe, on a pris Gododo. Chabe, on a wanya Gololo. Chabe, Gidi Baba. Chabe, Mama. Chabe, on a pris Gododo. Chabe, Nyangololo. Chabe, Gidi Baba. Chabe, Dada. Chabe. Bauti mana ya gochiwa. Oh ya. Bado Chometa. Chabe. Chaga. Tongodo. Chabe. Ayo. Aïe, Bado Afa, et bien qu'on charge. Chabe, Bakaloke, laisse loke, Bojiko Keo, c'est Bakba Jojo, Bakaloke, laisse loke, Bojiko Keo, c'est Bakba Jojo. Comment toi? Comment toi? Joan Dossou, Emmanuel Otrado, Ilrisha Jovi. Tchabé, morceau aussi, les frères Roland et Franck Orola, un duo d'artistes donc du groupe Ofoutan. Ils sont avec moi sur le plateau du grand format de ce dimanche. Roland, bonjour. Bonjour. Franck, bonjour. Bonjour. Bonne arrivée, comment vous portez? Très bien. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Deux frères qui font la fierté de toute la famille et progressivement de tout le pays. Alors, le groupe a été créé quand et pourquoi? Merci beaucoup à vous. Le groupe a été créé en 2016, oui. Et disons juste après l'obtention de notre baccalauréat. Et déjà au préalable, on a déjà commencé quand même par faire plein de trucs. Mais le groupe a été, disons, officiellement créé en 2016.
2016. Oui. Alors, Franck Roland, 2 fils de M. Sylvain Roland, ancien chorégraphe qui accompagnait l'emblématique orchestre Polyrythmo. Tout à fait. Est-ce que vous avez hérité de son talent? Je dirais que ce n'est plus à démontrer. Oui. On a vraiment hérité de son talent parce que déjà depuis petit, je dirais depuis le ventre de notre maman, ça dansait déjà, ça chantait et tout. Donc je dirais qu'on a vraiment hérité de ça, vu ce que nous sommes en train de faire jusqu'à aujourd'hui. D'accord. On va dire que vous avez commencé vos premiers pas en musique en tant que danseur, en participant au concours de podium vacances ici comme ailleurs. Alors, est-ce qu'en ce moment vous étiez déjà ensemble? Oui, on a toujours été ensemble, puisqu'on vivait ensemble. Oui. Donc, voilà. Alors, tout a commencé ensemble, hein? Oui, tout a commencé ensemble. Et justement, Franck, après le baccalauréat, donc, vous avez décidé de vous installer à Cotonou. Et puis, en 2018, vous finissez deuxième du concours Bénin Statou, organisé par le groupe Ampi. Voilà. Quel est le morceau qui vous a permis de remporter ou d'être donc à cette position? Déjà, il faut rappeler que le premier single, le premier morceau qui nous a révélé au public, c'est Guichao, dont on a tourné le clip en 2000. Le clip est sorti en 2017. Et après ça, il faut dire que par rapport à ce concours, Bénin Statou, il n'y a pas eu de morceau phare. Plutôt, il y a eu des compositions improvisées à chaque prime de cette compétition. Donc c'était vraiment un challenge. C'est-à-dire à chaque fois, chaque week-end, tu dois créer quelque chose à partir de ce que toi-même tu as en tant qu'artiste. Donc voilà, on a eu à passer ces étapes. Est-ce que tout a commencé à partir de ce niveau? Non, puisque on a eu à sortir déjà le premier single en 2017. Et le clip est sorti en 2017. Donc, on s'est déjà fait, disons, un petit nom avec notre communauté et tout. Et cette compétition est venue confirmer au fait ce que nous sommes en train de faire et nous a encore révélé davantage au public. D'accord. Et puis, votre groupe est dénommé Ofoutan, qui signifie super, génial. Alors, qui est-ce qui a donné le nom? Roland, Franck Comment le nom est venu? Quelle est son histoire? Je dirais que ça a été complémentaire. Ça a été complémentaire parce que nous nous sommes dit aussi, au début, bon voilà, quand on dit Ofoutan, ça veut littéralement dire super, génial, voilà, ça a tout donné et tout. Mais à un moment donné, on a regardé notre parcours. Nous nous sommes dit, ce que Dieu nous a donné, c'est vraiment grand. Et il continue de nous donner. Donc, Ofoutan pour nous, à partir d'aujourd'hui, veut dire Dieu a tout donné. Dieu nous a tout donné. Donc, feu vert, quoi. D'accord. Ce n'est pas une signification inventée. C'est en langue Idacha. Voilà. Quand on dit Ofoutan, le O signifie Dieu, qui est Olorun chez nous, Olua, Olorun, Olua. Donc, le O signifie Olua. Olua Foutan, ça veut dire que Dieu a tout donné. D'accord. Et puis, vous êtes de Dassa, vous êtes de Dassa, du département des collines, et vous travaillez à promouvoir la culture Idacha. Roland, comment peut-on présenter cette culture? De quoi est-elle constituée? Il faut dire que nous, notre style musical, la culture Idacha est composée de plusieurs, de belles choses d'ailleurs. Et pour parler du style musical du groupe Ofoutan, disons que nous faisons de la musique urbaine, teintée de cette culture Idacha. C'est-à-dire que nous prenons notre culture, mais nous essayons quand même de donner une couleur beaucoup plus, une couleur urbaine à cette culture-là, pour vraiment pouvoir atteindre nos objectifs. Et justement, au-delà de la promotion donc, de la culture Idacha, quels sont les objectifs donc, du groupe? Aujourd'hui, le groupe Ofoutan a pour objectif d'être une vitrine du Bénin à l'international à travers notre musique. Voilà un peu l'objectif que nous avons et nous avons vraiment la ferme conviction que nous allons y arriver à travers ce que nous sommes en train de faire. Et puis, dans votre carrière, quelle est la place qu'occupe, on va dire, la question d'authenticité et de l'identité musicale et culturelle au sein du groupe? Pour coller une identité à notre musique, celui qui veut définir Ofoutan doit pouvoir citer quelques mots comme l'ambiance, la cohésion, déjà que nous sommes des frères, la cohésion et
le show, je vais dire. Avec ces 3 mots, je crois qu'on peut définir le groupe Ofoutan, parce qu'à la base, notre style musical est axé sur l'ambiance. Quand Ofoutan est quelque part, il faut que ça danse, il faut que ça chante, il faut qu'il y ait la joie, il faut qu'il y ait vraiment des gestes, il faut qu'il y ait le show, l'ambiance, en quelque sorte. Pour et puis, on parlait de votre premier morceau. Dans la culture, c'est un morceau qui, on va dire, invite au respect des droits de la femme. Oui. Effectivement, dans la culture Idacha, quelle place occupe la femme justement? La femme occupe une place très importante. La femme est très respectée chez nous. Du coup, voilà, on lui donne sa place. Ce premier morceau, comment a-t-il été accueilli? Vous voulez parler de notre premier single? Oui, Guichao, bien sûr. Oui, déjà, le son Guichao déjà valorise la femme, pardon, et invite les hommes à prendre soin de leurs femmes, comme ce qu'ils ont l'habitude de faire dehors. Vous comprenez un peu? Donc voilà, si tu as ta femme, tu dois t'en occuper. Et qu'est-ce qui vous a inspiré ce morceau? Est-ce qu'il y a eu des faits et tout? Exactement, il y a eu des faits. Il y a eu des faits. Généralement, des voisins, voilà, tout ce que nous voyons dans le quartier, à côté et tout, cela nous a inspiré. Et nous nous sommes dit, voilà, pourquoi ne pas faire une chanson pour sensibiliser? Et vous-même, qu'est-ce qui vous différencie? Quel est le rôle que chacun joue au sein du groupe? Est-ce que vous vous complétez? Est-ce que vous faites la même chose? Déjà, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a une complémentarité au sein du groupe Ofoutan. Personnellement, moi, Franck, je suis un technicien audiovisuel. Pour être plus précis, je fais du montage, du graphisme, et en tout cas tout ce qui a rapport avec l'audiovisuel. Et donc, ce que j'apporte au sein du groupe, j'apporte mes compétences en audiovisuel, bien sûr. Il faut s'assurer que tout ce que nous sortons comme audiovisuel, que ce soit le clip, l'audio, le son, on doit s'assurer quand même que nous sommes en train de sortir du bon côté son, côté qualité. Ce qui est du fond, la direction artistique et tout est gérée par d'autres personnes et tout. Et pour parler également de mon grand frère Roland, il est dans l'événementiel, il est également mannequin, il est dans la mode. Donc tout ce que nous portons comme les costumes, les habillements, les danseurs, effectivement, puisque lui il est beaucoup plus dans la danse. C'est vrai que nous tous nous dansons, mais lui il a beaucoup plus, il a pris plus le volet danse. Il s'est concentré là-dessus. Donc à chaque sortie, il travaille là-dessus, il s'assure que vraiment ce que nous sommes en train de sortir, ça va vraiment plaire au public. Donc en termes de complémentarité, voilà ce que chacun des membres apporte pour vraiment l'éclosion du groupe Ofoutan. D'accord. Et puis progressivement, vous vous installez dans l'univers musical béninois avec votre groupe. Aujourd'hui, à votre actif, une dizaine de morceaux qui cartonnent donc l'un après l'autre. On va marquer une pause pour suivre un morceau. Lion a fait le beat, Ulrich Adovi, l'origine de la stratégie. Embrouillement de pilule du lendemain. Grand chien, Rogi, qu'est-ce qu'il y a? Like Lion, the best beat maker in West Africa. Voilà donc pour cette séquence du single Saï sorti en 2022 du groupe Ofoutan, dont 2 membres sont sur le plateau du grand format de ce dimanche. Roland, on va dire au-delà d'un morceau, c'est un concept que vos fans ont adopté. Exactement. Alors quel était le secret de ce morceau? Déjà, comme vous l'aviez dit, c'est un concept, puisque avec Ofoutan, il y a la danse et derrière chaque danse se cache un concept. Et Saï en est la preuve. Saï, c'est un concept et c'est parti d'un simple
Je vais dire d'un simple fait. Quand vous prenez par exemple du piment, disons de la pâte chaude, la pâte de maïs bien chaude, avec du piment qui pique bien, c'est pas les piments un peu bizarre et autres. Là, quand tu prends du vrai piment, également quand le piment est chaud et puis la pâte bien chaude, vous voyez la sensation que ça fait quand tu prends ça, tu fais sûrement quelque chose, ça voilà. fait voilà. Ça pique, hein, ça pique. Donc ça vient de là et il y a aussi quelques gimmicks qui accompagnent et voilà, c'est comme ça le concept. C'est tout ça qui crée le concept. C'est tout ça qui crée le concept au fait. Voilà. Quel est le retour que vous avez eu après la sortie de ce morceau? Oui, un très bon retour, un retour positif. Déjà avec le concept et aussi avec la qualité du clip et tout. On a eu vraiment un retour positif. Les scènes que nous avons eu à faire avec ce morceau en témoignent d'ailleurs. Et voilà. En tout cas, quand on monte sur scène avec Saï, c'est que ça danse, ça crie partout et tout. D'accord. Voilà. Alors, on va dire, qu'est-ce qui fait la force de votre groupe aujourd'hui? Est-ce qu'il arrive que Roland et Franck ne s'entendent pas sur certaines choses pour faire fonctionner le groupe? Oui, bien sûr. Il arrive parfois qu'on ne s'entende pas, mais on essaye toujours de s'entendre. Comment vous réglez la différence souvent? Parce qu'il n'est pas facile d'être en duo. Bien qu'on soit artistes et qu'on chante ensemble, vous savez que je suis le grand frère, il est le petit frère. Donc déjà, quand il y a une situation où on doit en débattre, déjà, Franck, lui, mon petit frère, il met déjà ce côté petit frère et il essaye quand même de m'écouter et de ne pas trop tirer avec moi, tout en analysant quand même la situation. Et finalement, on arrive à se comprendre. D'accord. Et garder l'essentiel. Alors, vous évoluez avec la maison de production Légende Duplex de Maxime Koba. Oui. Alors, comment ça se passe, la collaboration? Très bien, très bien. C'est vrai que déjà tout récemment, avant qu'on ne sorte le clip, faut arrêter le dernier clip. Il y a eu déjà une polémique sur les réseaux sociaux, sur notre silence et tout. Il y a une très belle collaboration qui est en cours et le clip, le dernier clip en témoigne d'ailleurs. Tout se passe très bien et il y a de belles choses qui n'ont même pas encore été dévoilées, qui sont là, qui sont au frais pour vraiment utiliser l'expression et qui vont bientôt apparaître sur les écrans et dans l'industrie. D'accord, on parlait de dernier morceau, faut arrêter ça, sorti le 15 mars prochain, donc dernier effectivement. Alors, de quoi parle? Faut arrêter ça, qu'est-ce qu'on doit arrêter? Déjà, merci. Il faut arrêter tout ce qui ne va pas dans ce pays. Pas seulement dans ce pays, mais partout dans le monde. Il faut arrêter surtout le harcèlement sexuel en milieu professionnel. Pas que en milieu professionnel, mais ça se passe partout. C'est un fléau aujourd'hui. C'est un truc de tous les jours. Vous voyez? Et voilà, nos sœurs en sont victimes. Et voilà, se plaignent. Et nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas accompagner ceux qui sensibilisent déjà? Vous avez été témoin de faits qui vous ont... Bien sûr, oui, bien sûr. Il a dit tout à l'heure, on a des sœurs qui viennent vers nous pour dire, mais voilà, puisque nous faisons partie de cette jeunesse-là qui fait tout possible pour s'en sortir. Tu as tes diplômes, mais tu n'arrives pas à trouver de l'emploi. Ça se passe chez tout le monde, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Mais pour les femmes, bon, c'est un peu délicat parce que on te propose un poste, mais on te dit d'abord, avant de te donner ce poste, il va falloir que c'est conditionné. Voilà, c'est conditionné et tout. Donc, à chaque fois qu'on tu laisses quoi, hein? Voilà, avec ça, voilà, ça il y a ça qui se passe et nous, en tant que puisque ceux-là qui proposent ce genre de trucs à nos sœurs, c'est des hommes comme nous. Déjà, ce single, c'est pour donner notre position par rapport à ce fléau, pour dire nous ne sommes pas d'accord. Et déjà, avec ce single aussi, nous essayons de sensibiliser et d'amener ces hommes, ces personnes-là qui pratiquent cela, d'arrêter au fait. Donc, on va suivre une petite séquence de Faut arrêter ça. D'accord, super. Akaka va te tuer,
Voilà donc pour cette séquence du morceau Faut arrêter ça du duo Franck et Roland qui sont avec nous sur le plateau du grand format. Alors, est-ce que vous avez l'impression que votre chanson ou bien ce morceau a eu un impact sur, on va dire, la prise de conscience donc des hommes? Je crois que le groupe Ofoutan a une bonne impression de ce qui se passe. Et ce morceau, quand c'est sorti, d'abord c'est sorti en version audio, et déjà beaucoup l'ont écouté. Mais la vidéo est venue renforcer au fait cette lutte que nous sommes en train de participer. Parce qu'il y a déjà beaucoup des groupements, des associations, des ONG qui font déjà un travail dans ce sens-là. Il y a l'Institut national de la femme aussi qui participe à cette lutte. C'est une complémentarité, c'est un plus que nous sommes en train de donner en tant qu'artistes. Parce que vraiment, il faut que la promotion se poursuit. Hein? Oui, ça se poursuit. Aujourd'hui, quels sont les projets? Qu'est-ce que vous préparez pour vos fans? Déjà, Roland, Franck, oui. Déjà, il faut dire, juste après le clip, le public aura droit à un prochain single qu'ils vont forcément aimer, sous une autre couleur. Et mis à part ça, voilà, de très belles collaborations avec d'autres artistes qu'ils vont sûrement aussi aimer. Et pour être indiscret, peut-être un album d'ici là. Exactement. Oui, parce que après 9 singles, hein, c'est ça, bien ça. Et il est temps de sortir un album. Est-ce que vous en avez parlé déjà avec la maison de production? Est-ce que c'est un projet? Comment ça se passe? Oui, c'est un projet, puisque tu ne peux pas être dans une maison de production et ne pas avoir comme objectif un album. C'est la moindre des choses. Sauf qu'il faut le faire sur le temps et aussi prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. C'est justement pour ça que le groupe Ofoutan est en train de voilà. D'accord. On va finir avec la reprise de Faut arrêter. Tout à fait. On commence par qui? Franck, Roland. On va le faire ensemble d'ailleurs. On y va. Oui. Donc, on commence tout au début. C'est là que ça commence. Ok. Patron de société, c'est toi qui fais le boss devant tes employés. Eh ben. Mais le soir, c'est toi qui rempo pour aller voir la domestique. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Oh. Ah, ce que tu fais là, faut arrêter ça. Que tu es? Roland et Franck auront là deux frères qui composent le groupe Ofoutan en direct sur le plateau du grand format. C'était nos artistes de la semaine. Merci beaucoup à vous d'être passés par ici et très bonne chance pour la suite de votre carrière. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous et félicitations pour Faut arrêter ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 24 mars 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Bafo, c'est Adassazoumé. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Patron de société, c'est toi qui fais le boss devant tes employés. Maxime Koba. Mais le soir, c'est toi qui remporte. Pour aller voir la domestique. Alex Sena. Ce que tu fais là, faut arrêter ça. Faut arrêter ça.